used to design for gods. But perhaps you'll come with a challenge, eh? I was surprised to get your call. Look, darling. It's alive! It's alive! And it's trying to sleep. Shut the hell up. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans It is Alive, une émission de jeu de rôle dans laquelle on ne lance pas de dés, mais où on discute de nos pratiques du jeu de rôle et où on aborde des thématiques où on peut débattre avec vous, notamment en live, au cours de ces émissions de radio dans lesquelles vous pouvez interagir. C'est une sorte de radio libre. Et ce soir, je suis encore et toujours avec Basile. Encore et toujours, bonsoir. Alors oui, on est en deuxième partie de soirée, hein, vous inquiétez pas, on enregistre la suite de cette soirée. On avait fait d'abord la première thématique sur la prise en main d'un nouveau JDR. Donc là, on attaque sur la deuxième thématique. Donc c'est pour ça que voilà, on s'est déjà vu, on passe un peu les amabilités pour rentrer assez rapidement dans la nouvelle thématique. Cette nouvelle thématique, ça va être les 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, voilà, je vais y arriver, on va parler en mettant les mots les uns devant les autres et pas tous en même temps. Donc, la seconde thématique, ça va être les adaptations en jeu de rôle. Alors, une fois n'est pas coutume, on va rentrer par un petit jeu avant d'attaquer cette thématique. Le jeu va être assez simple. Je vais te donner des noms d'œuvres. Il va falloir que tu me dises si leur adaptation officielle en JDR existe. Attention, les officieuses ne comptent pas. Je parle bien des officielles. Alors, attention, vous pouvez jouer aussi de votre côté, chez vous. Un indice en bas de votre écran. Non, c'est faux. Les Chevaliers du Zodiaque. Oui. Eh bien non. Il existe une version non officielle, effectivement, qui s'appelle Senseiya, les Paladins du Zodiaque, mais qui est un système fan-made. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un système fan-made d'un système officiel? Les systèmes fan-made, en théorie, parce qu'il y en a certains qui s'amusent à ne pas le faire, les systèmes fan-made sont censés être gratuits, puisqu'ils n'ont pas les droits pour simplement vendre la licence. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître notamment. Et effectivement, donc Senseiya, les Paladins du Zodiaque, un système qui s'inspire du jeu de rôle Paladin pour du coup jouer aux Chevaliers du Zodiaque, mais qui n'est pas un système dédié aux Chevaliers du Zodiaque. Deuxième, donc Ghostbusters. Non, il y a un jeu non officiel fantastique qui existe, mais il n'y a pas de jeu officiel. Eh bien si, il y a un jeu officiel Ghostbusters qui existe, sorti en 1986 et propulsé par le système j'étais D6. Pas né. Eh oui, moi non plus. Mais oui, il existe bien un jeu de rôle Ghostbusters officiel. Alors, pour être tout à fait honnête, il est assez simple et on va lui avouer quelques lacunes, notamment pour l'aspect de vraiment ressentir les frissons d'une chasse aux fantômes. C'est vraiment un jeu qui a été lancé dans la mouvance des films et qui a été un peu dans une époque où le jeu de rôle était très populaire, lancé surtout pour faire du chiffre. Vais-je réussir à avoir un point? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il a été méchant avec moi? Mais toujours est-il que donc du coup Ghostbusters a eu son système que je ne vous recommande pas, pour être tout à fait honnête. Effectivement, on a fait un petit système maison de notre côté. J'ai fait un petit système maison de mon côté. Il gagnerait à être peaufiné et à avoir un système de création de perso. Mais peut-être qu'un jour il sortira. On ne sait pas. Ce sera une version gratuite parce qu'on n'a pas les droits. Mais voilà. Il y a eu du chemin de fait depuis 86. Oui, dans le monde du jeu de rôle, il y a eu du chemin de fait, effectivement. Alors, le troisième, Harry Potter.
Non, il n'y a pas de jeu de rôle officiel. Ah bah non, évidemment, à cause de cette conne de J.K. Rowling, hein, on va pas cacher les mots. Bon, je biperai le terme. Hein. Qui de son côté a trop peur que les woke s'emparent de son univers. Hein. Spoiler, hein, ils l'ont déjà fait. Voilà, ils t'ont pas attendu. Vu le nombre hallucinant de JDR maison ou non officiels qui existent hein, sur cet univers ou qui s'en sont inspirés. Mais bon, on va pas épiloguer hein, parce que bon, Harry Potter, c'est de la merde. Un exemple, ils exploitent les hiboux alors que les sorciers sont capables de se transplaner, donc c'est de la maltraitance animale. Ouais. Déjà, voilà. De toute façon, c'est pas du bon world building de base. Non, c'est d'autres non. choses. Si vous êtes nostalgique d'Harry Potter... dites-vous que c'est vos souvenirs d'enfance, c'est très bien, mais il faut passer à autre chose. Voilà. La suivante, c'est Mad Max. Y a-t-il un jeu de rôle officiel Mad Max ? J'ai envie de dire non, parce que je le vois pas trop adapté en jeu de rôle, mais... Bien joué, effectivement. Non. Assez étonnamment, il n'y a pas de jeu de rôle Mad Max, malgré le fait que voilà, il y ait tout un univers autour de Mad Max qui est... Je pense toute une matière pour faire véritablement un univers, pas forcément un système de jeu. Et effectivement, comme on nous dit dans le chat, il y a plein de post-apo autres, hein, et il y a pléthore de moyens de jouer à du Mad Max sans avoir un système pleinement Mad Max, comme du Bitume, Wasteland, Mutant Year Zero, des Genesis, effectivement, et j'en passe plein d'autres. Mais c'est vrai qu'avec les dernières sorties de films qu'il y a eu autour de Mad Max, tout comme pour Dune, on aurait pu s'attendre à avoir un système dédié à Mad Max. Et je pense que ça n'aurait pas été forcément une mauvaise chose, parce que l'univers de Mad Max mériterait d'être creusé. Et enfin, le dernier donc, de cette liste, James Bond. Est-ce qu'il y a un jeu de rôle officiel James Bond ? Je pense pas. Eh ben si, et on va encore remonter dans les années puisque c'était sorti en 1983. Le jeu de rôle James Bond 007 est une version officielle qui était traduite en français en 1988. J'ai pas trop le détail du système de jeu. Par contre, effectivement, c'est un vieux système, plutôt en descent, si je dis pas de bêtises, qui est axé sur de l'espionnage. Pour autant, je pense que aujourd'hui, on ferait potentiellement de bien meilleurs jeux de rôle James Bond en jeu de rôle potentiellement 1 pour 1 avec un MJ, un joueur, ou pourquoi pas en jeu de rôle solo. Je pense que ça peut être un très bon matériau pour partir sur un jeu de rôle solo sur du James Bond. Voilà. Alors oui, on se doute qu'en 1983, le jeu ne mettait pas trop en avant les persos féminins, ou en tout cas pas de manière très intéressante. Si tu veux parler des licences qui datent, dis-toi qu'en 1980, il y a eu un jeu de rôle Dallas. Oh ! Et je l'ai. Ah oui. Avec tout ça, vous avez compris, effectivement, ce soir, on va parler des adaptations en jeu de rôle. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, et on va essayer aussi de définir ce qu'est une bonne adaptation en jeu de rôle, même si c'est un peu complexe de dire ce qu'est une bonne ou une mauvaise adaptation. Je pense qu'on pourrait débattre pendant très longtemps, tout comme on pourrait débattre si un film est une bonne ou une mauvaise adaptation d'une œuvre. Hein. Et dans l'autre sens, ce qui est une bonne matière à jeu de rôle ou pas aussi. Oui, aussi, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, je commencerai avec une première question tout à fait anodine, hein, sur laquelle tu risques de buter déjà pour répondre, qui est, d'après toi, comment, enfin, dans ta vision des choses, comment est-ce qu'on fait pour retranscrire fidèlement en règle de jeu de rôle une œuvre ? Déjà, il va falloir effectivement aller. Je tiens à dire que à tous les coups, enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas une approche. Il y a plein d'approches possibles. En plus, là, c'est en impro sans avoir réfléchi à la question, donc c'est ce qui va me venir en tête. Je dirais qu'il faut aller à la substantifique moelle de l'œuvre. Substantifique, ouais, c'est pas facile à dire. Qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Est-ce que c'est une œuvre qui nous fait voyager beaucoup ? Seigneur des Anneaux, par exemple.
Je parle pas de toute la Terre du Milieu, mais le Seigneur des Anneaux, c'est quand même très tourné sur le voyage. Est-ce que ça va être un jeu où la coopération est essentielle pour survivre? On pourrait penser au jeu Walking Dead. Ouais. Est-ce que c'est une licence où on veut accumuler du pouvoir? Star Wars sur la partie Jedi, par exemple, c'est très quand même dans ce truc qui est assez facile à retranscrire en leveling, on pourrait dire. Et du coup, en fonction de ça, effectivement, c'est là où on va se dire, tiens, quel est le système qui nous intéresse? Par exemple, est-ce qu'on va faire un système avec des gains de niveau ou pas? Si je suis sur Star Wars et que je suis quelque chose tourné particulièrement sur les Jedi, ça me paraît pertinent. On pourrait se dire qu'on peut gagner du niveau. Si je vais être plutôt sur du Walking Dead, bah peut-être que les principes de prendre du galon à la Monster of the Week peuvent marcher. Alors je sais pas quelles sont les règles de l'adaptation officielle de Walking Dead, mais en tout cas il faut se dire comment on va faire évoluer nos personnages, parce que c'est quand même ça quelque chose qui est intéressant, faire évoluer nos personnages. Et ensuite, bah effectivement, si on fait un jeu de rôle Seigneur des Anneaux, il faut qu'il y ait des règles un peu sur le voyage et le voyage en contrée sauvage. Clairement, ouais. Parce que et comment générer de l'aventure dans le voyage et faire et dans une certaine forme de vide, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Si je suis sur de la survie, il faut que j'ai des règles sur les ressources et les rations, alors que dans plein de jeux, on va plutôt passer outre parce que c'est pas très intéressant. Bah non, c'est sûr. Ouais. C'est de se dire voilà et que en fait, du coup, ces règles-là, les règles de ressources et de survie dans un jeu de zombies, bah, va créer de la narration parce qu'il va falloir aller chercher des enjeux, des tensions et après on peut amener des choses en plus sur ça, mais du coup on a des points de départ assez faciles sur ça. Donc je pense que voilà, comment on va faire évoluer les personnages et quelles sont les mécaniques essentielles pour respecter l'intention de l'œuvre d'un point de vue narratif. Après, moi, je vais faire un petit parallèle avec les bacs à sable qu'on a pu faire sur la chaîne, où tout le sens des bacs à sable était justement de travailler sur l'adaptation d'œuvres de science-fiction ou filmographiques, etc., en version jeu de rôle et d'essayer de les traduire en règles de jeu de rôle. Et effectivement, comme tu as dit, la substantifique moelle, c'est le point de départ. La première chose qu'on va faire, ça va être prendre l'œuvre, on va essayer de la décortiquer, de mettre une définition de ce qui fait justement cette moelle épinière. Tu vois, si je reprends Ghostbusters, il y a un peu d'enquête, il y a de l'humour débridé, il y a des petits moments de frisson, il y a de la chasse aux indices pour essayer de catégoriser le type de fantôme. Et en fait, à partir du moment où tu as défini un petit peu ce qui fait l'essence de l'œuvre, effectivement, derrière, tu vas pouvoir travailler sur le mode de jeu et les règles de jeu que tu vas mettre derrière. J'ajouterais la coopération sur Ghostbusters. Ouais, aussi, tout à fait. Coopération. Et là-dessus, je vais revenir sur le sujet de Slasher. Slasher, c'est aussi un travail d'adaptation, même si on n'est pas sur une œuvre spécifique, mais sur un genre plutôt qu'une œuvre, où là, le principe, c'était de se poser la question, comment est-ce qu'on traduit une expérience de film de slasher, qu'elle soit parodique ou sérieuse, en version jeu de rôle. Et ne serait-ce que au-delà de l'aspect mécanique de se dire comment on fait en sorte que quelqu'un ne s'emmerde pas une fois qu'il est mort, il y avait surtout, par exemple, le fait de se dire, en fait, le but des personnages, c'est quoi? Alors là, le but des personnages, c'est de survivre. Ok. Mais ils survivent face à quoi? Est-ce qu'on a un méchant en face qui est vraiment, lui, le plus grand danger des personnages, ou est-ce que parfois ils vont pas être leur propre danger? Et c'est le cas dans une œuvre de slasher, parfois c'est les décisions prises par les personnages ou leur propre capacité qui les limitent et qui les poussent à mourir de manière un peu débile par moment. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a choisi le système descent, puisqu'au final c'est plus un système où ils vont devoir dépasser leurs propres limites qu'un système des 20 où ils vont avoir un bonus
qui va être apporté, système d'essence, et ils ont un niveau de capacité qu'il faut dépasser. Et donc du coup, c'est cette réflexion-là de se dire, ok, comment est-ce qu'on va traduire l'enjeu du personnage en version de règles. Clairement. Bon, après, sur du South Park, par contre, c'est comment on traduit l'imaginaire d'un enfant. Donc, on lui donne des pouvoirs débiles. Là, pour le coup, j'étais très inspiré du jeu vidéo, l'Anal du Destin, où, pour le coup, ils se sont tous prêtés des traits spécifiques, des pouvoirs spécifiques, etc. Et donc, du coup, ils sont persuadés d'avoir des pouvoirs, mais dans l'imaginaire des enfants, ils ont vraiment des pouvoirs, ce qui leur permet de faire des choses. Mais dans la description derrière, en fait, tu as une description réaliste des choses. Où les adultes, ils voient ça, ils font, mais ils ont pété un câble, les gamins, quoi. Ce que j'ajouterais après dans l'importance de l'adaptation, au-delà de la mécanique, c'est se dire, ok, il faut quand même si j'adapte une licence connue, il faut quand même que je présente mon lore. Qu'est-ce que je sélectionne? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est capital? Parce que je suis limité sur un format, je suis sur un livre, et il faut, même si après je peux en faire d'autres, il faut que sur un livre, j'ai le lore nécessaire à jouer dans mon univers. Et je pense qu'il y a des univers, une grosse sélection. Comme on le dit au cinéma, adapter, c'est trahir aussi. Donc, quelque part, il faut faire des choix. Et faire des choix, c'est sacrifier aussi des choses que tu ne vas pas garder. Et donc, du coup, comme tu le dis, faut sélectionner parce qu'il y a une... je pense qu'il y a le plus dur dans le travail d'adaptation d'un JDR quand on travaille sur des règles qui sont pas censées juste être jouées. Parce que c'est facile d'adapter un univers de jeu de rôle quand toi, tu as vraiment en tête tout ce qui fait cette substantifique moelle, tu vois, c'est ce qui fait que avoir écrit Ghostbusters ou Kick-Ass ou South Park, c'était pas très difficile pour moi, parce que moi, j'avais l'univers en tête, j'avais ce qui faisait cet univers-là en tête, et donc je pouvais le retranscrire assez facilement. Alors que à l'inverse, dans Slasher, ça a demandé beaucoup plus de travail, parce que l'idée, c'est que cet univers et cette vision de l'œuvre soit compréhensible par une personne qui va te lire. Et c'est ça le plus gros enjeu, c'est de réussir à transmettre au MJ en face et faire en sorte que le MJ en face, il livre entre les mains et que la vision que tu aies voulu donner de l'œuvre soit claire. Ouais. C'est un peu le travail que j'ai pu faire dans certains streams sur le projet qu'on a en cours de faire Dr. Jekyll et Mr. Hyde en jeu de rôle, c'est là de retranscrire aussi la dualité et comment on passe de l'un, on prend le corps de l'un ou l'autre, etc. Tout en essayant d'avoir un lien avec l'œuvre, mais tout en n'oubliant pas qu'il faut que ce soit fun et ludique, parce que dans l'œuvre, c'est une torture pour le Dr. Jekyll, c'est de découvrir qu'il n'a plus le contrôle de son corps. C'est pas l'objectif que ce soit une torture pour le joueur qui joue ça. Non, je sais qu'il y a déjà des jeux qui creusent le concept, notamment le cabinet des murmures. Moi, j'ai du coup fait le choix de ne pas le lire pour ne pas m'influencer. Mais effectivement, du coup, c'est ça. C'est vraiment l'essentiel de cette dualité. Et après, je peux pas garder. Après, ce sera les gens qui joueront, qui décideront s'ils le gardent ou pas, ce côté d'opposition extrêmement frontale entre les deux entités, parce que ça casserait d'être en opposition trop forte pour faire du jeu. Du coup, alors on va pas trop épiloguer sur la partie retranscrire fidèlement en règle de jeu. Est-ce que t'as un exemple d'une des meilleures adaptations en jeu de rôle que tu connaisses? Alors c'est compliqué parce que moi j'en ai fait très très peu. Déjà j'en mène pas parce que globalement je joue pas d'adaptation parce que ça me prive de ma liberté. À mon sens, c'est un verrou que je me mets moi-même. C'est-à-dire, s'il y a un univers qui existe déjà, je suis obligé de le suivre. J'ai plus de mal à me libérer. Qu'est-ce que j'ai fait comme bon... pardon, évidemment, l'Appel de Cthulhu est une adaptation. Oui, effectivement. C'est tellement devenu un jeu important. Ça, du coup, c'est un peu le seul que j'ai fait. Et j'y ai joué avec des gens, avec des joueurs très bons et des MJ dont un particulièrement excellent.
Et sa grande qualité, justement, c'est qu'il a réussi à prendre le thème Lovecraftien, mais il l'a retranscrit dans d'autres villes. C'est quelqu'un qui vit en Turquie, donc il nous a fait un épisode à Istanbul, où moi j'étais Fernand Martin, un mécanicien de l'Orient Express. Ça, c'était très Parfait. chouette. Et on a fait un autre en plein bagne de Cayenne. Ok. Et du coup, excellente qualité d'adaptation, puisque on est tous assez connaisseurs de l'univers Lovecraftien. Mais du coup, en le changeant, finalement, lui, il a réussi à faire qu'on soit quand même surpris dans un univers qu'on connaît. Donc ça, c'est plutôt la qualité d'adaptation scénaristique par le MJ. Sinon, après, d'un point de vue système, à la fois, j'aime beaucoup. En même temps, je pense qu'il pourrait être simplifié. Parce que du coup, on lance pas mal de jets de dés et que parfois, jeter les dés peut sortir de l'ambiance. Quand t'es rendu à faire ton troisième, t'as fait ton test pour savoir si tu trouvais l'info. T'as trouvé l'info, t'as fait un test de sanity pour savoir si tu perds ta santé mentale. T'es pris de folie, du coup, tu fais un test pour savoir combien de temps ça dure. En fait, tu t'es pas en train de vivre l'horreur de ton. T'es pas en train de vivre l'horreur de ton personnage, t'es en train de faire tes calculs dans certaines situations. Alors après, on nous cite aussi Cthulhu dans le chat, effectivement. Cthulhu, ça reste, je pense, à ce jour, une des meilleures adaptations en termes de règles pour retranscrire la torture mentale qu'a pu vouloir exprimer dans ses œuvres Lovecraft, hein, même si on va pas parler du personnage ici, mais oui, je comprends ce que tu dis. Mais tu vois, aujourd'hui, si j'avais envie de faire de l'horreur Lovecraftienne, je pense que je proposerais de le jouer en Dirty System. Ah oui, je comprends. Ouais. Plus qu'en Cthulhu. Clairement. Pour mettre la narration plus en avant que la mécanique. J'ai quelques adaptations sous la main que malheureusement j'ai pas encore eu le temps de lire. Alors je vais pas citer Dune comme étant une bonne adaptation parce que pour moi le système a trop de complexes pour être considéré comme étant une bonne adaptation. Trop de complexité, je veux dire. Et aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le moyen de résoudre ça. Pour autant, je pense que c'est à ce jour la meilleure adaptation du livre Dune qui existe parce que le livre et la complexité qui en ressort sont très bien exprimés dans ce livre-là, mais ça n'en fait malheureusement pas un excellent jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on respecte l'œuvre. L'œuvre est extrêmement respectée et c'est tout l'enjeu aussi au cinéma de est-ce que on va jusqu'à respecter à fond l'œuvre et on fait quelque chose qui ne plaira pas forcément à tout le monde ou est-ce que on fait des sacrifices et on fait des choix comme on l'a dit pour le divertissement et prôner davantage quelque chose qui touche tout le monde. Donc non, moi malheureusement pour ces aspects-là, je ne citerai pas ce système qui est allé, à mon sens, trop loin dans le goût de ce qu'est Dune et n'a pas pris suffisamment de parti pris vis-à-vis du jeu en lui-même et du choix de jeu. Et à côté de ça, j'ai l'anneau unique à côté de moi que malheureusement, donc j'ai lu les règles, mais je n'ai pas encore pu le faire jouer. Dans les règles, il m'a l'air d'être plutôt bien réfléchi pour faire jouer du Seigneur des Anneaux, pas du Donjons et Dragons, du Seigneur des Anneaux de manière assez cohérente avec l'univers de Tolkien. Pour autant, je ne sais pas si, comme t'en parlais tout à l'heure, la notion de voyage est bien gérée, si le ressenti est véritablement présent dans ce jeu-là. Donc, pour l'instant, il manque un test. Dans le chat d'Ice Eclipse qui nous dit « J'ai commencé le JDR en étant MJ sur du Donjon de Naalbuck qui a été créé après la série audio. C'est clairement vraiment pas mon système préféré. Trop complexe sur bien des points, trop simpliste, peu développé sur beaucoup d'autres. Moi, je vous avoue que je repousse toute proposition de jouer à Naalbuck tellement j'ai peur qu'on va juste faire des blagues et rien d'autre.
et qu'en fait, je peux déjà très bien rigoler en faisant du Donjons et Dragons et décider de me marrer sur les clichés. Moi, c'est un peu un red flag, quelqu'un qui me dit tu veux faire un Donjon de Nalbuck. C'est comme les gens qui rêveraient trop qu'il y ait un JDR Camelot. Non, je n'en vois absolument aucunement l'intérêt. En fait, alors moi j'ai joué au JDR Nullbuck avec le studio 4D2 et je dois avouer que l'aspect complexe des règles est présent, mais surtout l'aspect bâtard des règles qui est un peu complexe. C'est-à-dire que le système va pas être là pour t'épargner. Il y a une certaine mortalité qui va être transcrite et en tant que jeu, la mortalité et l'aspect punitif, comme tu dis, Dice Eclipse, c'est pas quelque chose qui récompense le joueur. Et c'est ça que je trouve très compliqué. C'est un jeu qui en plus dans ses règles, tend effectivement à encourager et aller vers l'aspect un peu débile, l'aspect purement parodique, ultra burlesque. Et comme tu dis, si t'as pas autour de la table des personnes qui sont un minimum mesurées par rapport à ça, ou si t'as pas toute une table qui est d'accord avec le fait d'aller vers du burlesque, et c'est ouais. Moi aujourd'hui, ce serait pas ma cam non plus. Moi, j'y ai pas joué, mais ce que j'en perçois, c'est que c'est un jeu de rôle qui veut se moquer des vieux clichés du jeu de rôle, mais qui reprend les mêmes travers. Et après, moi, je suis très aussi warning sur les blagues sur l'elfe, etc. Pour le coup, j'avoue que Studio 4D2 a pas trop tourné sur les blagues autour de l'elfe, c'était plus autour de la cupidité du nain. Donc ça, bon, Ouais. on accepte. On accepte plus facilement. Et si, en fait, dans ma bibliothèque, j'ai une adaptation, j'y ai pensé, mais je triche parce qu'en fait, c'est une adaptation d'une adaptation. Puisque, à nouveau, Donjon, Ah oui. ça adapte en jeu de rôle une BD, mais qui s'inspire des jeux de rôle. Donc, du coup, ils ont quand même réussi à faire des très, très, très chouettes mécaniques. Peut-être qu'on en parlera un jour sur les mécaniques d'évolution de personnages et proposer des choses très intéressantes. Mais d'un point de vue matière, de toute façon, les personnages de la BD Donjon sont des personnages de jeux de rôle. Donc, Ah oui. Donc, ouais. facile, vu que le principe de la BD, c'est des mecs qui partent explorer des donjons. C'est la boucle est bouclée, quoi. Donc, t'as les animaux anthropomorphes, t'as des trucs drôles par-dessus, mais... Alors, pour le coup, j'ai 2 autres adaptations là-bas, mais que je ne sortirai pas. La première, c'est The Witcher, mais le système est beaucoup trop touffu. Et c'est beaucoup trop basé sur le jeu vidéo plus que l'univers en soi et le monde de l'écrivain, ce qui en fait un jeu beaucoup trop complexe, mais débilement complexe. Donc là-dessus, je ne le recommanderais pas comme étant une bonne adaptation. Et sinon, effectivement, en termes d'adaptation de BD, j'ai le jeu Monstre également. Donc tiré des BD de Johannes Farr, où pour le coup, effectivement, je trouve que en termes de mécanique, on ressent un peu le côté les monstres qui ont des capacités, mais qui sont un petit peu et qui ont la volonté d'être un peu un monsieur ou madame tout le monde, et qui essaye de se fondre un peu dans la foule. Donc là-dessus, j'avouerais que en termes d'adaptation, il est plutôt bien fait. Il a des lacunes en termes de règles, mais sinon en termes d'adaptation pure de la BD, il est plutôt bien fait. C'est bien que tu cites Witcher, parce que très rapidement, pour moi, c'est un univers qui devrait pas être adapté. Et je vais le dire très rapidement. Un univers qui se base sur un héros central, c'est ça. Pour moi, n'est pas un bon univers de jeu de rôle, parce qu'il faut du groupe. Et que du coup, Ghostbusters, c'est chouette parce que tu fais des groupes. The Witcher, cool, tu vas avoir un Witcher et après tu vas avoir des personnages secondaires. C'est ça. C'est un peu gênant, et j'en avais parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps qui voulait adapter une licence d'un grand auteur d'Heroic Fantasy, David Gemmell, et au-delà je lui ai expliqué un peu les problèmes d'édition, que lui expliquer c'était pas possible en termes de droit, etc. en France, mais surtout je me suis dit, en fait,
David Gemmell, le principe de 80% de ses personnages, c'est des héros solitaires. Qui après se font des compagnons de route, des choses comme ça. Mais du coup, pour en faire un jeu de rôle, tu peux prendre l'univers, éventuellement ça se passe, mais tu peux pas dire je vais prendre ce bouquin parce que sinon je vais avoir un personnage hyper fort et des personnages. Mais c'est comme le jeu de rôle Batman aussi. Hein. Le jeu de rôle Batman, basé sur Gotham, sur Batman, sur les personnages de Gotham. Batman, ça reste un personnage qui est très solitaire, et même s'il a des sidekicks, etc., qui a envie de jouer vraiment le sidekick de Batman, en fait qui va sortir de temps en temps, t'as envie de jouer Batman, quoi, si tu joues Batman. Ouais. Si vous voulez faire des super-héros, jouer à masque, c'est beaucoup plus esprit X-Men. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus team. Moi, il y a un bouquin que j'aimerais beaucoup voir en jeu de rôle, peut-être qu'un jour je m'y attaquerai, en tout cas son univers. Ça s'appelle Les Chroniques du Grime Noir. Et c'est dans un univers, une époque entre deux guerres où il y a de la magie et où le principe, c'est que c'est une société secrète qui lutte contre d'autres sociétés secrètes d'autres pays. Du coup, on a un groupe. Donc, comme on a un groupe avec des archétypes des gens qui ont différents pouvoirs, celui qui peut se téléporter, celui qui peut lire dans les esprits, celui qui contrôle le feu, celui qui soigne, tout de suite, tu sens que tu as une substance qui s'adapte assez bien en jeu de rôle. Tu choisis ton origine normale, ta magie, tu croises et c'est bon, tu peux faire tous les personnages qu'il y a là-dedans. Et ils ont pour principe d'être une société, donc de fonctionner en groupe parce que les pouvoirs sont complémentaires. Il y a quelque chose qui se dessine assez bien. Est-ce que véritablement on peut imaginer une adaptation parfaite ? Est-ce qu'on peut imaginer exister une adaptation parfaite ? Je pense que malheureusement, pour résumer un peu la pensée qu'on a eue, malheureusement non, parce que comme on l'a vu, de toute façon adapter c'est trahir, et ce qui fait une bonne œuvre sur un support ne fera pas forcément une bonne œuvre directement portée avec ces mêmes caractéristiques en jeu de rôle. Et il faut penser à cette œuvre-là de manière collective quand on va l'amener sur un jeu de rôle, ou alors sur un format JDR solo ou JDR en one-to-one, si on veut le tourner sur un Batman ou sur un truc comme ça, à la limite. Mais ça peut être un peu compliqué. Après, effectivement, il y a certaines adaptations qui ne sont pas forcément des adaptations de règles, mais des adaptations pour du jeu de rôle d'univers, de la traduction en termes de jeu de certains univers. On peut y penser notamment, parce qu'on a nos amis de la Bonne Auberge qui sont en plein live en ce moment. On peut penser à Lucien qui est en train de travailler sur un livre pour pouvoir porter le monde de Pandoc en livre d'univers et qui puisse accompagner la prise en main de l'univers de Pandoc sur du Donjons et Dragons ou autre type de jeu de rôle, par exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça je vais poser la question aux petits fans qu'il y a au fond de ton cœur, est-ce qu'aujourd'hui il y a des adaptations qui pour toi manquent dans le monde du JDR, ou est-ce que tu imagines des adaptations où tu te dis mais pourquoi ça n'existe pas encore ? J'ai un peu pré-shot en parlant des Chroniques du Grime Noir, désolé. Oui. Mais déjà, moi, ce qui m'intéresse dans une adaptation, c'est que j'ai pas envie d'incarner des personnages d'une licence, mais de me plonger dans un univers. Donc, déjà, premier point pour moi, un jeu de rôle Batman pour jouer Batman m'intéresse pas. À la limite, un jeu qui se passerait à Gotham City pour jouer autre chose, peut-être avec Batman en toile de fond, quitte à être un larbin et d'un malfrat et devoir éviter Batman tout du long. À la limite, ça m'intéresserait plus comme truc. Du coup, comme jeu comme licence qui mériterait d'être en jeu de rôle, je pense mais on peut le faire par d'autres jeux, parce que moi je suis très fan de Constantine, le comics, mais avec du Monster of the Week, je peux tout à fait faire du Constantine. Je pense qu'il y a aussi des choses où se dire pas besoin d'avoir le jeu de rôle officiel. Ouais, c'est là toute la difficulté, c'est trouver un jeu où tu te dis, en fait, aujourd'hui, l'offre de jeu de rôle ne permet pas d'y jouer.
Il y a deux univers de BD que j'adore et que j'aimerais bien voir en jeu de rôle. Il y en a un qui existe, mais dans un vieux jeu de rôle, et je suis pas sûr que ce soit très jouable. C'est les Métabarons, la BD des Métabarons, qui est du space opéra. En gros, Jodorowsky, tu savais, devait réaliser un Dune. Oui. Ça n'a pas pu se faire. Bon, Il a fait la BD. Il a fait la saga de BD Dune, hein. en disant, voilà, franchement, regardez ce que vous avez manqué. C'est un peu ça. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Donc il y a un jeu qui existe, mais qui est très vieux, je suis pas sûr que ce soit très bien. Et l'autre BD, ce sera un jeu de rôle à ne pas mettre entre toutes les mains, à ne pas faire à toutes les tables, c'est Requiem Chevalier Vampire. Donc ça se passe dans les enfers. Le héros de la BD, c'est quand même un ancien SS tombé amoureuse d'une femme juive et du coup exécuté. Non, d'ailleurs pas exécuté, il la laisse, il ne dit rien. Il la laisse se faire attraper et finit par mourir lui sur le front russe. Il se réincarne en vampire. Et en fait, comme c'est un monde miroir, tu ne vieillis pas, tu rajeunis. Donc tu commences à l'âge où t'es mort. Et les plus vieux vampires sont des bébés un peu dégueulasses. C'est un jeu Benjamin Button, quoi. Voilà. Et tous les pires vampires, t'as évidemment Dracula, mais t'as aussi Attila qui est un vampire. Et tous sont des espèces de bébés dégueulasses. Voilà. Et il y a différentes sources de choses qui leur permettent de ralentir leur vieillissement, leur rajeunissement, et pour ne pas arriver à leur date de naissance. Et tout est ultra conflictuel, ultra dark. Il y a aussi des ghouls, il y a des esclaves à qui on fait sévir des choses. Alors, ça paraît, ça me paraît vraiment horrible comme univers, et ça l'est, mais ça me fascinerait, avec la sécurité émotionnelle nécessaire et avec les bonnes personnes, de voir, d'en faire l'expérience. Mais en même temps, je pense pas que j'y jouerais 10 fois. Donc, je comprends. Non, moi de mon côté, l'adaptation, mais j'en ai déjà parlé par ailleurs, je crois que c'était chez Linkus dans un live sur la taverne du stream, à l'époque. C'est purement mécanique, mais j'aimerais un jeu de rôle qui utilise des Lego. C'est-à-dire sur la base de Lego, t'as le principe d'avoir des briques et en fait régir par des règles de jeu de rôle l'utilisation de briques dans le cadre de ton jeu de rôle, et que en fait si t'arrives par exemple avec les briques qui sont devant toi à construire un truc, que ça puisse être intégré dans ton univers, dans ton déroulé, etc. Je sais pas exactement. Je pense qu'il y a plein de trucs potentiels pour utiliser des Lego là-dedans. Mais je pense que oui, potentiellement un univers Lego, entre guillemets, un univers Lego avec tout l'imaginaire qu'il y a autour des films Lego, etc., pourrait faire un super jeu de rôle dans un multivers en plus complètement dingue. Exactement. Comme il y a dans les complètement, qui partent dans tous les sens et dans lequel tu as en fait déjà tout le merch existant possible et imaginable, dans lequel tu puisses juste sortir une boîte de Lego à côté pour travailler sur ton jeu de rôle, quoi. Et dans en plus, le JDR Lego, pour avoir tes figues, c'est trop bien. C'est déjà réglé. C'est hyper simple. En plus, tu peux la personnaliser comme tu veux. Et par contre, aussi, dans les licences, aussi, un petit sujet sur les licences opportunistes, on va dire, les adaptations opportunistes. Oui. Il y a quelques années. Dune en fait partie. Est sorti, vu le moment où est sorti peut-être, est sorti un jeu de rôle Hellboy, en système D20 pour facilement vendu comme étant facile si tu connais déjà Donjons et Dragons, évidemment. Et du coup, moi j'ai eu plusieurs potes qui savent que j'aime bien Hellboy et qui m'ont dit t'as vu, ils ont sorti un jeu, machin. Je dis je m'en fous, j'ai mon Star of the Week. En vrai, enfin, je suis un peu monomaniaque sur ce jeu que j'aime beaucoup, mais très clairement, Hellboy, tu prends le monstre, tu prends l'archétype du monstre, et éventuellement tu transgresses la règle qui dit que normalement tu ne prends qu'un archétype tu fais un mix de chaque, mais tu peux facilement te faire tes monstres et te faire ton Hellboy, et je pense que c'est beaucoup plus fun à faire en Monster of the Week qu'en D20 à la D&D.
avec des tours de combat à juste tirer au flingue et mettre des coups de. Ça doit être méga chiant à jouer d'ailleurs. Il faut se méfier un peu des licences opportunistes et je dirais après il faut s'en méfier aussi des gens qui en profitent pour lancer des éditeurs, des gros crowdfunding alors qu'ils savent très bien qu'ils vont faire un fric fou et que du coup ils vont priver les petits magasins, notamment les magasins de jeux de société, d'un certain nombre de ventes, priver les petits projets crowdfunding de visibilité. Et qu'il y a des éditeurs qui le font sur des projets qui mériteraient pas un crowdfunding parce qu'il y a pas de risque. Quand on fait Walking Dead, on sait que ça va marcher, quoi. Voilà. C'est pas pour taper particulièrement sur l'éditeur de Walking Dead, je sais même plus qui l'a fait. Et la plupart du temps, mais tu l'as dit pour Hellboy, hein, l'idée c'est de lancer un jeu de rôle qui est opportuniste, qui va être juste là pour faire du fric supplémentaire, c'est du merch, hein, en fait, et qui ne propose rien de nouveau, rien d'abouti, qui a été réalisé au lance-pierre. Et ça va priver les gens intéressés de découvrir un meilleur jeu pour pouvoir faire du Hellboy s'ils en ont envie. Tout à fait, parce que ça reste un budget qui est pris, effectivement. Hein, mais ça, on y pense. Hein, autant citer ce qui va sortir, si on veut un peu mettre les pieds dans le plat. Le jeu de rôle Hellfest qui est en train d'être réalisé. Si c'est Eldercraft qui va le faire. Eldercraft qui ne fait que du crowdfunding pour financer ses projets, c'est dramatique pour le jeu de rôle indépendant. Qui décide de s'associer à un événement problématique pour faire un jeu de rôle métal, alors qu'on sait que entre métalleux et rôliste, il y a quand même des liens qui existent très fortement. Donc, tu fais un jeu de rôle métal sans le logo Hellfest, s'il est bien fait, tu le vendras, quoi. Et c'est surtout que, c'est triste à dire, mais avec le nombre de personnes et potentiellement de rôlistes qu'il y a sur le Hellfest, un jeu de rôle Hellfest, t'as pas besoin de le faire en crowdfunding. Tu le sors à la boutique du merch du Hellfest et ça s'autofinance. Il y a absolument pas besoin de le faire en crowdfunding. C'est juste. Donc dans tous les sens, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée dans tous les sens. Et c'est l'exploitation d'un moyen qui aujourd'hui n'est plus considéré comme étant un moyen de financement, mais simplement un moyen de lancement, quoi. Un JDR Hellfest, franchement, j'en suis pas sûr du tout. Qui achèterait ça ? Des gens qui sont sur le Hellfest, et j'en connais des gens qui sont sur le Hellfest et qui sont des rôlistes. J'y étais l'année dernière, mais à coup de pas. Nous, on n'en veut pas, mais en fait, c'est un JDR sur le métal, c'est-à-dire que tu ne joues pas dans un festival. Exactement. Le lien au Hellfest et à aucun moment il y a un vrai lien au Hellfest dans les règles et dans le jeu en lui-même. C'est juste du co-branding. Exactement. Et ça, c'est parce que ne serait-ce que entre la boutique merch permanente, parce que maintenant ils ont une boutique merch permanente, plus la boutique merch sur le festival. Mais c'est vrai que après, par contre, au niveau adaptation pure, on a vu aussi d'autres adaptations sortir dans les dernières années qui ont eu plutôt des plébiscites. Je pense à l'adaptation d'Avatar en jeu de rôle. Oui. Qui a eu pas mal de bons retours. Il y a aussi, justement, là aussi, une source qui s'y prête très bien. C'est un groupe, ils ont chacun des pouvoirs définis et tout. Après, je connais pas les règles, je sais pas s'il y a un avatar parmi les. Non, je crois pas. Je crois que t'es dans le contexte de jeu de la guerre entre les nations. Et mais t'as pas forcément l'avatar avec toi. Voilà. Et ça, c'est le bon choix. C'est le bon choix. C'est un jeu, c'est l'univers qui compte. Et j'y pense, est-ce qu'il y a un jeu de rôle Fallout ? Oui. Oui ? Ah, voilà. J'allais dire, ça ferait un très bon matériau aussi pour un JDR. Tout à fait. Après, je suis pas alors que pour le coup, justement, pour le coup, ça casse la règle ce que j'ai énoncé de dire c'est un jeu solo quand même, Fallout, mais en fait comme on se plonge dans l'univers, on le voit très bien adapté en groupe complètement.
Et Metro 2033 nous dit qu'ils sont dessus depuis 4 ans. Merci Evil Coyote de cette précision. Effectivement, ça fait un sacré retard. Hein. Dernière annonce de sortie pour l'été 2025. À voir s'ils vont le sortir. Hein. Et par contre, justement, tu as une adaptation de jeu qui m'intéresse pas en jeu de rôle, justement pour ce principe-là. Assassin's Creed, j'ai du mal à en voir l'intérêt. Ouais, non, moi non plus. En groupe. J'ai peur aussi d'un côté répétitif. Et de même Dark Souls. Oui. Dark Souls, le principe, c'est quand même d'être tout seul face à l'immensité de la situation à laquelle tu fais face. Mais du coup, c'est des matériaux, on est d'accord, qui se prêtent assez mal au jeu de rôle en groupe, mais qui peuvent se prêter au jeu de rôle solo, potentiellement. Oui. Et là, on en vient... Dark Souls en solo, pour le coup, ce serait parfait. Tu te sens abandonné. Un univers Dark Souls en solo, ce serait super, effectivement. Alors oui, Ocean's 11 en JDR, ça pourrait. Hein. Alors sachez que Ocean's 11 faisait partie des projets de bac à sable sur lesquels je voulais travailler à un moment donné, ou en tout cas, sans faire un Ocean's 11, faire au moins un scénario de braquage. Il y a une émission où je t'ai suggéré de faire un bac à sable Bob l'éponge aussi. Oui, tu m'as dit ça aussi dernièrement, c'est pas bête. Bob l'éponge, le braquage, moi ce qui m'amuserait beaucoup en fait, c'est d'arriver à faire une mécanique où en fait t'es autour de la table de braquage. Tu sais, t'es en train de faire le plan du braquage et tu fais à la fois... T'as à la fois la scène de ok, on planifie le braquage, on met en place des choses, là on anticipe ça, etc. Et à la fois tu vis le braquage en même temps, et ce qui peut te permettre de faire des flashbacks en disant on repasse dans la phase préparation. Ah oui, mais là du coup on avait anticipé que potentiellement il y avait peut-être une alarme à cet endroit-là, donc on avait prévu ça contre les flics, etc. Et tu repasses Ce qui est typiquement la petite originalité des Oceans. Complètement. Et c'est pour ça que je m'étais dit ce serait un super truc à adapter. Parce que tu te retrouves avec une mécanique en 2 temps qui te permet de partager la narration et d'amener quelque chose de différent aussi, quoi. Tout à fait. On nous cite aussi le casse des vieilles canailles où tu joues des retraités qui décident de braquer une banque. Et le casse de trop, effectivement. Le casse de trop, qui est un pour la reine. For the Story. Ouais, donc c'est un petit jeu de cartes. Je crois que vous pouvez voir une partie sur la chaîne d'un monde de jeu de Martin Wittberg qui en a fait, et c'est très drôle. Et effectivement, oui, Blades in the Dark pour du braquage. Nous cite Dicyclist. Peut-être qu'on fera une émission comment faire un jeu de rôle de braquage. Mais on digresse encore une fois, mon cher Gauthier. On digresse complètement. Il va être l'heure de conclure hein, sur cette thématique des adaptations en JDR. Pour conclure, alors, on n'a pas fait de conclusion pour la première thématique, mais je pense que de toute façon c'est un peu compliqué de conclure sur les thématiques qu'on a eues ce soir parce qu'il y a autant de bonnes que de mauvaises réponses, on va dire, dans ces thématiques-là. Ce qu'il faut dire, c'est que avant tout, une adaptation en JDR doit respecter l'essence de l'œuvre de l'œuvre qu'elle traite, mais elle doit en respecter l'essence, mais savoir la trahir quand il s'agit d'apporter des notions de gamification et de jeu en groupe, tout simplement. Et rappelons que certaines œuvres se prêtent plus ou moins à de l'adaptation en jeu de rôle. Certaines se prêtent à de l'adaptation en jeu de rôle solo, quand d'autres se prêtent à de l'adaptation en jeu de rôle de groupe. Et voilà. Après, est-ce qu'il existe ou pas des adaptations qui aujourd'hui sont véritablement fidèles et sont ce qu'on pourrait considérer comme étant d'excellentes adaptations? Je ne sais pas. Je pense que y a autant de bonnes que de mauvaises adaptations selon les goûts et les couleurs de chaque personne. Moi, comme je l'ai dit, l'adaptation d'Une, pour moi, elle est très bonne par rapport à l'œuvre, mais pas excellente d'un point de vue gamification. Pour d'autres personnes, elle va être excellente d'un point de vue gamification et ils vont avoir adoré le système. Donc, il y a tout. Il y a de tout, de toute façon.
On n'a pas tous les mêmes attentes en jeu de rôle, donc partant de là... Tout à fait. On rappellera que la meilleure adaptation à ce jour, elle est chez nous. C'est la nôtre. Et qu'on vous conseille de l'acheter parce que là, on est sûr de ce qu'on dit en termes d'adaptation. Non, je plaisante. Mais achetez-le quand même. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir suivi cette thématique sur les adaptations en jeu de rôle. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas pour nous remercier et nous encourager à nous mettre une bonne note sur votre application de podcast préférée ou à nous lâcher un petit commentaire et un petit pouce sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire sur votre application de podcast, ça aide au référencement, évidemment. Encore une fois, on vous remercie. N'hésitez pas à aller voir dans la description toutes les références, les liens quand on parle de notre jeu de rôle slasher notamment, et nos réseaux pour suivre les prochaines émissions de It is Alive. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. On vous fait des gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.